Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de ce programme de renforcement des capacités pour le Sénégal. Je vous propose qu'on démarre, même s'il nous manque encore quelques participants, mais ils devraient très prochainement se connecter. Alors, ce webinaire est une session qu'on a voulu la plus interactive possible et qui fait suite aux 3 premiers qu'on a eus, donc les 2 premiers sur les statistiques et le 3e la semaine dernière sur la modélisation, afin de récapituler un petit peu les messages clés et les enseignements principaux qui ont été vus jusqu'à présent, de faire des exercices et de vous donner la parole pour répondre à des questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de poser au cours des webinaires précédents. Donc, on aura quelques sondages Menti, donc vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site menti.com, mais on va surtout se focaliser sur les questions-réponses. Donc, on vous invite à utiliser la fonctionnalité questions-réponses de Zoom Webinaire. Vous pouvez nous poser toutes les questions au fur et à mesure et on y répondra. On va couper cette session en 4 phases. On va d'abord faire très rapidement, Gianluca et moi-même, des rappels brefs sur ce qui a été vu les 3 précédentes sessions. Suite à cela, on prendra vos questions et on y répondra en direct, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Ensuite, on corrigera les exercices qui vous ont été envoyés vendredi. Et à l'issue de cette correction, on prendra également les questions-réponses. Sans plus tarder, Gianluca, je te passe la parole pour débuter sur les rappels sur les statistiques. Merci Arnaud et bonjour à tous. Finalement, on est à webinaire 4 où on va, comme a dit Arnaud, revoir un peu les choses les plus importantes qu'on a déjà touchées dans les autres webinaires. Et on commence avec les statistiques. On commence par utiliser un Mentimeter au menti.com, comme Arnaud a dit, avec une petite question que je voulais vous proposer. On y arrive tout de suite. Hop là. Les codes, comme vous voyez, c'est 53 62 39. Et la question, c'est quelles sont les principales barrières à la collecte des données énergétiques dans votre pays? Ça, vous pouvez rentrer. Qu'est-ce que pour vous, c'est la barrière la plus importante ou plusieurs barrières? Je pense que vous avez jusqu'à 3 options dans cette question. Et après, on va voir apparaître des mots dans l'écran en direct. Ça va être intéressant de voir un peu pour chacun, en général, qu'est-ce que sont les barrières plus importantes. Je laisse un peu le temps de l'entrée. De toute façon, il faut se connecter, faire les codes. Le code, il est CEO, comme je viens de dire, 53 62 39. Ah, très bien, je commence à avoir ressources. Ça, c'est vrai. On a noté à l'AIE que souvent, il n'y a pas suffisamment de ressources humaines, techniques, informatiques, dans le sens des outils, des ordinateurs, etc., et aussi financiers pour la collecte et la vérification des données. Ce n'est pas en priorité pour les pays, c'est vrai. La bureaucratie, c'est difficile. Il n'y a pas un système bien organisé pour la collecte des données avec toutes les parties prenantes. Les secrets, ça, je pense que ça, c'est lié à la confidentialité des données, exactement, qu'apparaît dans les autres mots. Ça, c'est aussi, comme on a vu dans les présentations, un point très important parce que certaines entreprises veulent garder les secrets ou la confidentialité de certaines de leurs données énergétiques. Mais on a vu aussi la semaine dernière comment ça peut être résolu avec différents types des solutions. Ça, c'est très intéressant. Et apparemment, ressources, c'est la plus importante, nommée à moins 2-3 fois. Je laisse encore le temps parce qu'il n'y a que 7 personnes qui ont répondu.
La bureaucratie, faible implication, manque de synergie. Manque de synergie aussi, c'est un peu comme bureaucratie. Je pense que c'est ensemble dans le manque d'organisation efficace avec les différentes parties prenantes dans la collecte des données. La faiblesse du dispositif. Très intéressant de voir vos réponses. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question, si j'y arrive. Parce que j'ai juste devant l'écran, j'ai quelque chose de... Hop, attendez. Bon, je vais faire comme ça. Désolé. Comment ça marche? Hop. Et ça, c'est la deuxième question. Ici, on veut voir pour vous quels sont les principaux facteurs qui pourraient aider à avoir de meilleures statistiques énergétiques dans votre pays. On a mis 6 différentes options, mais ce n'est pas complet, notamment, mais ça peut aider un peu à commencer à voir pour vous qu'est-ce que ça va avoir l'impact le plus fort et aussi l'effort que cette solution va nécessiter pour être appliquée. Donc, on va voir ici un petit graphique, c'est quoi les solutions les plus faciles, donc avec les plus faibles efforts et avec les plus forts impacts, selon vous. Ça va être intéressant aussi, je pense, ces petits quiz. On voit qu'elles sont tous un peu avec, sur le cadran en haut à droite. Pour le moment, il n'y a que 3 réponses. Ça signifie que pour vous, plus ou moins, toutes les solutions nécessitent un grand effort, mais ils auront un gros impact quand même. On va voir si ça va changer avec les autres réponses. Ça va rester un peu quand même. Selon vous, quand même, il faut un effort important pour avoir des impacts dans votre pays, par exemple pour mettre en place des fondations légales solides, pour affecter plus de ressources financières à la collecte de données. Ça, c'est vrai que c'est pas facile de convaincre les personnes en charge de faire les budgets gouvernementaux de donner plus d'argent pour les statistiques énergétiques. C'est vrai que l'effort, ça peut être compliqué, surtout à les niveaux où on est des techniciens. Bon, c'est intéressant quand même si on est dans le même cadran. Moi, je m'attendais un peu à voir certaines des options, avoir un effort plus faible. Par exemple, l'option 2, pour moi, établir un réseau de parties prenantes, ça pourrait avoir un effort plus faible que les autres pour moi, parce qu'il faut juste s'organiser entre différents ministères ou différentes entités pour travailler ensemble dans la collecte des données. Et ça peut avoir quand même un impact important. Mais revenons-nous à la présentation. Je pense que 11 personnes ont déjà répondu. On peut attendre 3 secondes de plus si ça va changer, mais ça a l'air de rester plus ou moins avec ces résultats. Je reviens sur mes slides, comme ça on peut un peu revoir les concepts clés que les semaines dernières on a regardé ensemble, aussi avec Nicolas, qui aujourd'hui il n'est pas là, mais il a fait un très, très beau travail. Donc on va commencer par les systèmes d'information énergétique nationale et quelles sont les recommandations, les bonnes pratiques selon le standard international et le IRES, que c'est International Recommendation for Energy Statistics, ça signifie exactement les recommandations pour les statistiques énergétiques internationales, que c'était fait par différentes parties prenantes à niveau international. Et c'est très intéressant de pouvoir se référer
à ces documents pour mettre en place un système d'information énergétique. Donc, comme vous voyez, le premier bloc, c'est les fondations légales solides. Il faut que les personnes qui doivent collecter, vérifier et disséminer les données aient une base légale pour pouvoir demander ces données à les consommateurs, à les producteurs d'énergie. Il faut aussi établir un réseau, comme on a vu un peu dans la première question de Menti, ça a ressorti, comme il n'y a pas beaucoup d'organisations entre les différentes parties prenantes. Donc, tous les différents ministres et organisations doivent essayer de travailler ensemble, peut-être avec des working groups, pour mettre en place des stratégies synergiques pour la collecte des données. Après, on a la construction des procédures formelles pour la confidentialité. C'est un autre mot qui est sorti dans le Menti, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est très important et ça va servir pour donner aussi de la fiabilité à les personnes, à les entités qui vont donner les données, parce que si vous avez en place un système pour garder la confidentialité qui rassure les personnes qui vont vous donner les données, ça va être plus facile de les collecter parce que vous avez des systèmes pour cacher certaines données si besoin ou de les partager de façon plus sécure pour cette personne ou entité. Après, il faut établir une stratégie de collecte des données, donc aussi assigner les bonnes ressources humaines, financières, techniques, parce qu'il faut que les personnes aient les bons outils aussi, les bons softwares, mais aussi les bons ordinateurs, etc., etc. Il ne faut pas aussi se contenter de collecter de nouvelles données, mais aussi améliorer la qualité des données qui existent déjà. Ça, parce que ça, il a un effort plus faible, mais quand même va augmenter la qualité des données historiques que vous avez, de la série temporelle. Et ça, c'est très important aussi après pour la modélisation et toutes les autres analyses que vous pouvez faire avec des données énergétiques. Finalement, ça, c'est le dernier, mais c'est très important. C'est les métadonnées, on l'a répété plusieurs fois, mais c'est très important de donner des informations qualitatives sur les données, que ça peut être une définition, par exemple, ces produits, ça se réfère à quoi, le définir exactement, ces flux de consommation, qu'est-ce que exactement représente, ou s'il y a des estimations faites, les sources de ces données, elles viennent d'où, comme ils ont été calculées. Les métadonnées sont aussi importantes que la donnée même. La donnée même, c'est une valeur quantitative, mais si on ne peut pas les lire avec l'explication que la métadonnée peut nous donner, ça peut être dangereux. C'est pas vraiment dangereux, hein. Ça peut faire des analyses incorrectes à les personnes et les utilisateurs de ces données. Après, on va voir cette slide qu'on a déjà vu, c'est d'où viennent les données, c'est quoi les sources de collecte ou d'estimation des données. On a deux sources principales. Un, c'est sur l'approvisionnement et la transformation. Donc, c'est faire des sondages à les industries de l'énergie. Donc, les producteurs, les importateurs, les transformateurs, par exemple, les électriciens, les centrales électriques. Et après, on a la demande. Donc, faire des sondages à les consommateurs d'énergie, les ménages ou les entreprises. Mais après ça, il y a des approches quand même intégrées qu'il faut mettre en place. Il faut utiliser des sondages existants, utiliser soit les sondages des producteurs d'énergie, mais des consommateurs aussi en même temps. Et après, mettre en place des modèles d'estimation pour couvrir tout le territoire national et tous les marchés énergétiques et aussi pour estimer certains flux qui ne sont pas collectés ou mesurés directement. Mais c'est quoi les outils qu'on a pour la collecte? Comme on a vu, il y a, première de tout, avant de se mettre à collecter des données nouvelles, il faut voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà collecté ces données, s'ils existent déjà. Ça, c'est la façon la moins chère de collecter les données. Par exemple, le ministère des Transports peut avoir des données sur l'activité du secteur des transports, par exemple, le stock de véhicules ou les passagers kilomètres. On verra ça plus en détail avec Arnaud et Marco. Qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est vrai que dans notre pays, des fois, il y a déjà les données qu'on a besoin. Il faut juste aller les chercher dans des autres organisations clés. Deuxièmement, il y a les sondages, que vous connaissez très bien, mais il faut toujours avoir des échantillons représentatifs et aussi prendre en compte la possibilité de ne pas créer de nouveaux sondages, mais de compléter des sondages déjà existants. Donc, ajouter une question, par exemple, dans un sondage qui est déjà fait dans les ménages pour collecter des informations sur la consommation des ménages. Après, il y a les compteurs et les mesures directes. Ça, c'est très
répondu pour par exemple, l'électricité du réseau. On a des compteurs devant les maisons pour savoir exactement combien on consomme. Et les distributeurs d'électricité, ils connaissent très bien la quantité d'électricité qu'ils vendent à les différents clients. Et après, il y a la modélisation, l'estimation. Ici, c'est la modélisation, ce n'est pas les projections qu'on va voir dans les programmes, mais c'est la modélisation de certains procédés de consommation ou de production d'énergie pour estimer certains flux aux produits énergétiques qu'on ne peut pas connaître dans des mesures directes. Donc, on doit ajouter un peu de travail d'estimation pour arriver à avoir une figure complète du secteur énergétique national. Après, on va voir qu'est-ce que c'est la qualité des données. Comment est-ce qu'on va à définir une donnée de qualité. Il y a 5 caractéristiques clés pour une donnée de qualité. Elle doit être pertinente, signifie que ça répond aux besoins des utilisateurs de données. Précise et fiable, ça signifie que c'est vraiment représentatif de la réalité, de ce qui s'est passé. Actuel et fourni ponctuellement, ça signifie qu'aujourd'hui, en 2020, on veut des données récentes. On ne veut pas les dernières données de 2015. C'est trop tard. Donc, les données doivent être collectées pour l'année ou les mois les plus proches possibles. Accessibilité et clarté, donc, doit être présentée de forme claire, pratique, à utiliser, aussi dans le sens de système de dissémination, où les utilisateurs peuvent trouver ces données, sont faciles à trouver. C'est quoi l'outil, les outils qui sont utilisés pour les télécharger, quel type de format. Mais aussi, comme on a dit déjà avant, doit être accompagné de métadonnées et des explications. Après, elle doit être cohérente et comparable. Donc, elle doit se référer à des définitions et recommandations standards. Et comme on a dit, l'important, c'est des recommandations très importantes utilisées au niveau international, c'est l'AIRES, les recommandations internationales des statistiques énergétiques, que je vous recommande de regarder. Il y a pas mal d'infos. Je pense qu'elle n'a pas encore été traduite en français, malheureusement. Il y a la version anglaise et dans des autres langues, mais la version française, si je ne me trompe pas, elle n'est pas encore disponible, malheureusement. Mais comment est-ce qu'on va reporter notre donnée énergétique? De base, il y a deux parties de notre système énergétique, notre marché énergétique. Il y a l'approvisionnement, donc d'où ça arrive l'énergie, et la demande, où l'énergie au produit énergétique est utilisée. On a donc dans l'approvisionnement, on a la production, les échanges internationaux, les stocks, etc., etc. Et dans la partie demande, on a les différentes utilisations. Ça peut être la transformation de notre produit énergétique, l'utilisation du secteur de l'énergie même, et après la consommation finale dans les secteurs clés comme l'industrie, les transports, les ménages et les autres bâtiments. La différence entre les deux, comme on a déjà vu la dernière fois, c'est l'écart statistique, pour la différence statistique, qui représente exactement la différence entre le total d'approvisionnement et demande. C'est normal d'avoir un écart statistique parce que dans la collecte des données de l'approvisionnement et la demande, il peut y avoir des petites différences de définition ou de collecte, et c'est tout à fait normal. Par contre, ces différences ou écarts ne doivent pas être trop grands. Sinon, ça signifie qu'il y a peut-être un problème d'un côté ou de l'autre, comme on a bien vu la semaine dernière. Mais, allons voir un exemple pour l'approvisionnement avec le pétrole. Qu'est-ce que c'est l'approvisionnement pour le pétrole? On a la production domestique du pétrole, on a les échanges internationaux, donc le pétrole qui arrive des autres pays et le pétrole qui sort, qui est exporté dans des autres pays. Après, on a le stockage et le déstockage. Donc, cette année, on a besoin d'un peu moins de pétrole, donc on le stocke. On a besoin de plus, donc on va sortir de notre stockage un peu de pétrole. Et ça, avec des autres parties de l'approvisionnement, que ça peut être une utilisation directe, le retour de la raffinerie, ça nous donne notre approvisionnement du pétrole. Donc, c'est quoi le pétrole disponible dans les pays? C'est production, échange international, la différence de stockage, après, moins les utilisations différentes qui peuvent être faites pour le pétrole. Mais voyons-nous aussi un exemple de transformation. La transformation en statistique énergétique, c'est très simple. On doit tenir en tête que chaque fois qu'un produit énergétique est transformé dans un autre produit énergétique, ça, c'est une transformation. Donc, ça peut être l'électricité, on a du gaz,
qui passe dans une centrale électrique et ça devient électricité. Donc, il y a une transformation d'un produit à un autre. Ou par exemple, dans l'exemple ici, on a du pétrole brut qui passe dans la raffinerie et vient transformé dans des produits pétroliers secondaires qui vont être utiles pour l'utilisation finale. Quand on a une transformation aussi, c'est intéressant de calculer le rendement ou l'efficacité de cette transformation, que c'est calcul comme les rapports entre la sortie et l'entrée. Quand on calcule une unité énergétique, ce rendement doit être toujours inférieur à 100% parce que les lois de physique nous disent qu'on ne peut pas créer de l'énergie de rien. Donc, si on a un rendement, une unité énergétique plus grand que 100%, on sait déjà qu'il y a une erreur, ou d'un côté ou de l'autre. Mais par cet exemple-là, on peut voir, si on calcule ce rendement en unité de volume, on a le gain de raffinerie. Ça, c'est quelque chose que c'est un mot que c'est très connu parce que les produits pétroliers secondaires sont plus légers que les pétroles bruts. Donc, le volume peut être plus grand que le volume entré, si on calcule l'unité de volume. Et pour la consommation finale, on a un autre exemple. Indépendant des différentes propriétés de produits pétrolifères, on a des utilisations différentes qui peuvent aller de l'aviation, le transport routier, la consommation résidentielle pour la cuisson ou pour le chauffage. Ici, par contre, comme on voit, on parle de consommation finale, mais il y a un truc, que c'est les centrales électriques, que j'ai bien évidencié en rouge, parce que ça fait partie de la transformation. Parce que là, c'est une utilisation, mais ce n'est pas consommation finale, les statistiques. C'est l'utilisation du pétrole, des produits pétrolifères pour produire de l'électricité. Donc, c'est classifié dans les statistiques énergétiques comme transformation. On va voir maintenant un petit rappel de comment on va faire la vérification de la qualité de nos données. On avait vu qu'il y a une cohérence interne qu'on doit s'assurer. Donc, s'il y a certaines valeurs qui doivent être la somme d'autres valeurs, on doit s'assurer que c'est bien le cas. On doit regarder les écarts statistiques, comme on vient de voir. Est-ce qu'ils sont trop grands? S'ils sont trop grands, est-ce qu'il y a une raison? Et on doit trouver, c'est laquelle la raison? Ça peut être le pouvoir qualifique utilisé, c'est pas les bons, ou il y a un reporting, une collecte de données qui c'est incomplète, ou dans l'approvisionnement, ou dans la demande. Après, pour l'électricité, on avait vu qu'on peut faire des vérifications sur l'utilisation des centrales mêmes et sur les pertes d'électricité. Sur l'utilisation, on peut voir, par exemple, que c'est plus ou moins fixe à 5% de la production. Mais pour les pertes, on sait que techniquement, on doit être plus ou moins un meneur de 10%. Mais ces nombres peuvent être très différents, indépendants du réseau électrique, des conditions du réseau électrique, et aussi dans certains pays, notamment aussi en Afrique subsaharienne, dû à les vols d'électricité directement du réseau de distribution. Donc ça va augmenter les pertes d'électricité et ce facteur d'électricité, de pertes qu'on va calculer pour faire notre vérification. Après, il y a les pouvoirs calorifiques. On doit s'assurer que pour chaque produit, on utilise les pouvoirs calorifiques les bons, qui sont dans une fourchette attendue. Par exemple, pour différents types de charbon, on a des fourchettes minimales et maximales, des valeurs minimales et maximales pour les pouvoirs calorifiques. Est-ce qu'on utilise des valeurs qui sont bien dans ces fourchettes? Et est-ce qu'on utilise les bonnes valeurs aussi? Parce que chaque produit, même si c'est le même, s'il vient d'une source différente, peut avoir un pouvoir calorifique et des propriétés donc, physiques et énergétiques différentes. Après, on peut regarder les taux de croissance. Donc, est-ce qu'il y a une variation pour un certain flux et produit dans une année à l'autre que ce n'est pas justifiable? Si ce n'est pas justifiable, pourquoi il y a cette grosse augmentation? Et on doit rechercher l'erreur et le pourquoi de cette grosse variation. Après, on peut voir l'efficacité des transformations. Comme on a vu, ça ne doit jamais être supérieur à 100%. Et ça doit être dans les fourchettes, dépendant de la technologie ou du type de transformation aussi. Donc ça, c'est une autre vérification qu'on peut faire. Après, il y a plein d'autres qu'on va gérer ces 3 points. Plein d'autres vérifications qu'on peut faire, mais on les va voir dans les programmes, dans les autres webinaires, etc., un peu plus en détail. Et là, on vient à l'intéressant. Qu'est-ce que c'est le bilan énergétique? Parce qu'on collecte toutes ces statistiques, etc. Après, quand on les met ensemble dans le bilan énergétique, on a quelque chose de très intéressant. Le bilan énergétique nous permet de mettre ensemble, de l'approvisionnement jusqu'à la consommation finale, tous les produits énergétiques ensemble. On voit dans les lignes de ce bilan
on voit tous les différents flux de l'approvisionnement, donc la production, les échanges internationaux. Après, on a la transformation, qu'on a dit, dans des autres produits. La consommation du secteur de l'énergie. Donc, ça, on veut le séparer parce qu'on veut savoir c'est quoi l'énergie nécessaire pour produire l'énergie dans nos pays. Et on va la différencier de l'énergie nécessaire à le fonctionnement de l'industrie, des ménages et du transport. C'est pour ça qu'on a différencié. Entre les deux, on a les pertes aussi parce que, notamment quand on transporte, on distribue l'énergie, il y a des pertes qui vont à venir. Important à retenir, c'est que dans le bilan énergétique, on utilise les mêmes unités énergétiques parce qu'on veut comparer. On peut comparer tous les différents produits énergétiques entre eux. Donc, par exemple, on peut faire la somme dans les totaux. On peut voir la somme de la production du pays en énergie, de tous les produits. Et on peut aussi facilement, qu'avec ces petits tableaux, avoir une vision d'ensemble de la situation énergétique d'un pays. Par exemple, ici, avec les bilans du Sénégal, c'est facile en regardant juste l'approvisionnement, que le Sénégal est dépendant des importations pour les produits pétroliers et aussi pour le charbon. Okay? Et donc, juste avec ces bilans, on peut avoir des informations intéressantes. Mais comment est-ce qu'on va calculer notre bilan énergétique? Parce que nous, à la case de départ, on est avec des données qu'on a collectées, sont souvent en unité physique, en tonnes ou en volume, et on doit après les transformer en unité énergétique. Donc, première chose, on choisit notre unité énergétique pour notre bilan. Ça peut être les terajoules, les tonnes de pétrole équivalent ou tout autre. Après, on doit choisir notre approche du pouvoir calorifique. On utilise les supérieurs ou l'inférieur. À l'AIE, par exemple, on utilise la convention de pouvoir calorifique inférieur. Et c'est bien, quand on a un bilan énergétique, de bien dire lequel était utilisé. Après, le choix de pouvoir calorifique aussi pour chaque produit. Comme on a vu déjà, il faut choisir les bons et aussi utiliser les différents pour chaque produit et chaque flux, indépendant de l'origine de ces produits et ses propriétés physiques. Ça, les données de points, c'est un peu plus peut-être intéressant de voir. Qu'est-ce que c'est notre convention pour la forme d'énergie primaire pour les produits qui ne sont pas combustibles? Par exemple, les solaires, les nucléaires, la géothermie. Qu'est-ce qu'on va mesurer comme première forme d'énergie pour faire les reporting dans les statistiques énergétiques? Qu'on voit ici, pour ce type d'énergie, comme les solaires thermiques, la géothermie et le nucléaire, on a pris comme convention la chaleur. Donc, ça va être la chaleur, notre premier point de mesure pour l'énergie primaire de ce produit énergétique. Et pour l'hydraulique, les solaires et l'éolienne, aussi les marines aussi, c'est l'électricité. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut aussi savoir calculer l'équivalent en énergie primaire. Pour l'énergie hydraulique, éolienne et solaire PV, on a utilisé une convention de rendement à 100%. Donc, pratiquement, si on a une production électrique à partir de solaire photovoltaïque de 100 gigawattheures, on va avoir 100 gigawattheures de solaire photovoltaïque dans notre bilan énergétique. Pour le nucléaire, par exemple, on utilise les 33%. Donc, si on a 100 gigawattheures de nucléaire, on va avoir on doit diviser par 33 pour 0,33 et on va obtenir la valeur en chaleur primaire des nucléaires qui va être reportée dans notre bilan énergétique sur le produit nucléaire dans notre pays. Donc ça, c'est des conventions. Il faut les choisir au début avant de préparer son bilan énergétique. Et c'est bien quand même de s'harmoniser avec les recommandations internationales comme ces conventions qu'on montre ici, utilisées par l'AIE. Donc, comme on a dit, on a des statistiques en unités physiques. On voit ici, il y a du charbon en kilotonnes et on veut passer en énergie. Donc, on multiplie ça pour les pouvoirs calorifiques et on va obtenir nos bilans énergétiques. Comme on voit ici, il y a une différence entre deux écarts statistiques et ça, c'est dû à l'utilisation des différents pouvoirs calorifiques qui peuvent être pas corrects dans les différents flux, comme on voit, sont différents et peut-être que c'était pas bien balancé. Donc oui, il est nécessaire d'avoir des bonnes données en quantité physique, mais aussi utiliser les bons pouvoirs calorifiques pour avoir de bons bilans énergétiques.
Maintenant, la partie des statistiques est terminée. Je laisse la parole à mes collègues pour parler de la modélisation et on va répondre à vos questions juste après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gianluca. Très rapidement, quelques rappels sur ce qu'on a vu la semaine dernière sur la modélisation. Alors, vous voyez bien mon écran? On doit être sur Oui. la diapo modèle. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc un modèle énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui répond à une question donnée sur un périmètre que l'on considère, avec des données, dont des données historiques qui sont extrêmement importantes, des variables, des hypothèses. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal, il y a plusieurs options. Et d'ailleurs, quand on pense à nos attitudes vis-à-vis du futur, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir une approche déductive, et donc là, on va essayer de prédire ce qui va se passer si certaines hypothèses sont vérifiées. Par exemple, quelle sera la demande en pétrole dans le secteur du transport si le parc automobile augmente, si les camions changent leur moteur, etc. Mais on peut également avoir une autre approche qui est une approche normative, où là, on va essayer d'identifier ce qui devrait se passer pour atteindre certains objectifs. Par exemple, si on veut l'accès universel à l'électricité au Sénégal, bah, quelle sera la meilleure politique, quelles seront les meilleures solutions technologiques. En termes de modélisation et de projection à proprement parler, on a aussi plusieurs options. On a parlé la semaine dernière des approches ascendantes ou bottom-up. Donc là, on est sur une approche où pour projeter la demande future en énergie, on va avoir une approche d'ingénieur en reposant sur les technologies, sur les éléments physiques. Donc, par exemple, on va regarder tout le parc d'appareils électroménagers dans les ménages, essayer de comprendre quelle est leur consommation énergétique, quel est leur taux d'efficacité, et ainsi remonter à la demande en énergie de ce sous-secteur. Et on fait ainsi avec tous les sous-secteurs qu'on a désagrégés pour arriver à la demande en énergie, à l'offre en énergie qui est nécessaire. Et ainsi, donc, on part du bas vers le haut. En termes d'offres énergétiques, là, on a plusieurs options. On peut soit faire de l'optimisation, optimisation sous contrainte. Donc, on prend une fonction objective qui peut être je veux répondre à la demande en énergie au moindre coût, ou bien avec des solutions qui seront les moins émettrices en CO2. Et donc, on optimise sous un environnement contraint. L'alternative, c'est de faire de la simulation où là, on voit comment les agents répondent à des signaux. Par exemple, si le pétrole est à tel prix, qu'est-ce que cela induit sur l'offre et sur la demande? Une autre option, c'est l'approche descendante, où là, on va plutôt essayer de quantifier la demande en énergie par de l'économétrie, c'est-à-dire on va reposer sur des grandes variables socio-économiques, le PIB, les revenus des ménages, la population, et de là, essayer de trouver des relations avec les sujets énergétiques. Et donc, on se dit, voilà, si on sait qu'aujourd'hui, quand le PIB est à tel niveau, la demande énergétique est à tel niveau, demain, si le PIB augmente, la demande énergétique augmentera de temps. Donc, c'est une approche qui peut être plus rapide, qui est moins désagrégée et qui peut être complémentaire à l'approche ascendante. Il existe énormément de modèles, comme on vous l'a présenté. Le modèle qu'utilise l'AIE, le WEM, est situé plutôt en bas à droite de cette cartographie. Autre point important, pour faire de la modélisation, donc on construit des scénarios et pour ça, il faut des hypothèses. Alors, on fait des hypothèses exogènes au modèle, c'est-à-dire extérieures. On s'appuie sur les déterminants socio-économiques, sur les choix politiques, par exemple un objectif d'efficacité énergétique dans les transports, on va en tenir compte. Sur les hypothèses, sur les technologies, donc quels sont les coûts des technologies, quelles sont leurs disponibilités, leur efficacité, et enfin sur le déploiement. Ce qui est très très important quand on fait des hypothèses, c'est d'être transparent, puisque c'est ça qui va assurer vraiment la robustesse du modèle. Et pour cela, donc, on vous invite à aller chercher dans la littérature des hypothèses qui existent, à rendre publiques des hypothèses, à les soumettre à des experts. Alors, on repasse très rapidement sur un petit sondage en ligne sur Menti. Excusez-moi.
Alors, si on se pose la question, je vérifie que c'est bien actif. Oui, c'est actif. Donc, on va prendre un exemple qui est le secteur résidentiel. On a à notre disposition plusieurs éléments, plusieurs variables. Selon vous, lesquelles sont les plus importantes pour modéliser la demande en énergie dans ce secteur? Alors, jusqu'à présent, ce qu'il ressort, c'est que la population est est une variable d'entrée très importante. C'est en effet un des indicateurs socio-économiques sur lequel on va pouvoir se fonder pour modéliser le secteur résidentiel. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse, évidemment. Vous allez voir, tout ça sont des variables sur lesquelles on va pouvoir jouer. Le tout est de construire son modèle et d'avoir une logique entre ces différents éléments et de reposer aussi sur les données qui sont disponibles. Très bien, je repasse à la présentation. Merci pour vos réponses. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce schéma qui vise à expliquer le modèle qu'on utilise à l'Agence internationale de l'énergie. Le principal message, c'est que tout le système énergétique est lié. Il n'y a pas d'îlot énergétique. Quand on regarde à droite la demande et qu'on part vraiment de chaque secteur, de chaque besoin, on peut classifier cela en secteurs. On va ensuite remonter à la transformation ou comment on passe de l'énergie primaire à l'énergie utile qui est demandée par chacun des secteurs, la demande en énergie primaire et l'offre en elle-même. Les flèches vertes en haut sont sont les entrées, donc on voit à nouveau ce qu'on vient d'évoquer sur les hypothèses, et les flèches orange en bas sont les sorties, les réponses que le modèle peut offrir, donc que ce soit les investissements requis, les émissions de CO2 ou les différents flux énergétiques. Un petit rappel sur les prix, dans notre modèle, ils ont un rôle clé qui est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Un exemple, pour le pétrole, il faut un prix du baril qui fasse que le prix à la pompe est abordable pour les consommateurs et donc il va effectivement y avoir une demande en pétrole. Mais il faut aussi que le prix de vente du baril soit suffisant pour les investissements, pour que l'offre existe et pour que l'exploitation pétrolière puisse continuer ses investissements et se développer. Alors, je veux juste m'arrêter une seconde sur cette diapositive-là qui décrit un petit peu et qui décortique la démarche de modélisation. On va le voir dans l'exercice sur les transports. Donc là, on va prendre un exemple plutôt sur le secteur résidentiel. Donc, imaginons que la question qu'on se pose, c'est quelle va être la demande en énergie du secteur résidentiel pour les besoins en climatisation, en refroidissement. Donc, on va faire cela en 4 étapes. La première, c'est de voir quels sont les déterminants de cette activité. Et donc là, en se fiant sur la littérature, sur l'expertise, on peut voir que un très bon indicateur de la demande en climatisation, c'est la surface habitable. Donc, sur le premier schéma à gauche, vous voyez un graphe qui représente les mètres carrés par habitant en fonction du PIB par habitant. Donc ça repose sur des données historiques et ça nous permet de dire, imaginons que le Sénégal soit aujourd'hui à un certain niveau de cette courbe, demain, quand le PIB par habitant sera différent, sûrement plus élevé, on devrait obtenir telle surface de mètres carrés par habitant. Donc on a une première projection d'un déterminant qui est la surface habitable par habitant. Et de là, à nouveau en s'appuyant sur des informations de la littérature ou bien des données historiques, on peut traduire cette surface habitable par habitant en une demande énergétique pour le refroidissement. Et là, c'est la courbe, c'est la ligne rouge que vous voyez en haut du schéma du milieu. Donc, on s'attend à ce que cette demande en énergie
augmente. Donc là, on a notre deuxième boîte bleue, on a la demande en service énergétique, en énergie utile, qui est connue. Une fois qu'on a la demande, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment l'offre va satisfaire cette demande. Et là, la vraie question, c'est quelles sont les différentes technologies qui vont permettre d'assurer cette demande, d'effectuer ce refroidissement. Et donc, pour allouer des technologies dans le futur, on va avoir une approche sur les coûts. On va regarder notre parc existant de technologies. Donc, imaginons qu'il y a des technologies anciennes, des vieux ventilateurs pas du tout efficaces. Donc, progressivement, ils vont être retirés du marché. Et il y a des nouveaux équipements qui vont arriver. Donc, on peut imaginer qu'il y a des super ventilateurs très efficaces et des climatiseurs modernes et très efficaces également. Et donc, on va se poser la question quelle sera la proportion de ventilateurs et quelle sera la proportion de climatiseurs qui vont être déployés dans les prochaines années. Comment on alloue la proportion de chacune de ces solutions en fonction des coûts. Et donc là, c'est le graphique tout à droite où on peut voir la prévalence de chaque solution en fonction de ses coûts. Une fois qu'on a ça, on connaît notre parc futur d'équipements, proportion de ventilateurs, proportion de climatisation, et connaissant leur niveau d'efficacité ou leur consommation énergétique respective, on va pouvoir enfin connaître la demande finale en énergie. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur cette diapositive, mais ça me semblait intéressant de décortiquer l'approche. On va le faire à nouveau dans l'exercice sur les transports. Et alors, je m'arrête là parce qu'on va le voir pendant l'exercice. Et je vous propose qu'on prenne une première série de questions qui portent sur ce que Gianluca et moi-même venons de vous présenter. Bon, merci Arnaud. Il y a pas beaucoup de questions pour le moment. En effet, je pense qu'il y a qu'un. Et c'est une question sur les cartes statistiques. La question, c'est si la carte statistique est calculée off moins demande ou demande moins off. Bah, la réponse est facile. Ce n'est pas très important comment c'est calculé, mais c'est important de savoir comment il a été calculé et avoir écrit la façon qui a été calculée. Par rapport à l'AIE, on le calcule comme demande moins offre. Donc, ça, c'est notre convention. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une autre. Ça ne change pas la qualité de votre bilan énergétique. Mais il faut quand même savoir comment il a été calculé. C'est juste ça. Et après, pour calculer le pourcentage, pour faire la vérification de cet écart statistique, il faut quand même diviser cet écart par l'offre. Et avec les bilans énergétiques, ça peut être un peu compliqué dans certains cas quand il y a des produits secondaires où la production est reportée en bas de l'approvisionnement. On peut voir ça après quand on regarde l'exercice où il y a certains produits comme les produits pétrolifères secondaires qui ont ça. N'hésitez pas à ajouter des questions si vous voulez sur le Q&A. On est là pour répondre. C'est pas non si tu vois des autres. Moi, je voyais que ça pour le moment. Non, pas encore d'autres questions. N'hésitez pas à en poser aussi sur des choses qu'on n'a pas récapitulées ici, mais qu'on a présentées durant les premiers 3 webinaires. S'il y a des questions qui vous reviennent, on peut également essayer d'y répondre. Alors, peut-être pendant que vous réfléchissez à... Ah, pardon, je vois une question. Il y a une question. L'écart statistique peut être négatif, bien sûr. Si on le calcule comme demande moins offre et l'offre pour l'approvisionnement est plus grand que la demande, on va avoir un écart statistique négatif. Ça peut être négatif ou positif. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand cet écart statistique est beaucoup plus grand que l'offre ou la demande. Donc, ça nous dit que cet écart statistique est relativement trop grand et les données de l'offre et de la demande ne sont pas bien bilancées. Ça signifie qu'il y a des problèmes dans la collecte en certaines parties qui peut être de l'offre. Par exemple, on n'a pas bien reporté les différences de stockage. Est-ce que cette année, on a sorti du produit de stockage, par exemple, ou sinon, on utilisait les mauvais pouvoirs calorifiques, ou on n'a pas pris en compte les pertes, par exemple, dans les transports. Ça peut être différentes raisons. Mais oui, ça peut être tout à fait négatif ou positif. Et ça ne va pas affecter la qualité du bilan si ça reste
un pourcentage moins de 5% de l'approvisionnement en énergie. Tu disais, Arnaud, on peut peut-être, comme il n'y a pas beaucoup de questions, commencer à regarder les exercices, ou tu voulais faire les menti peut-être? Oui, peut-être. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. On y répondra. En parallèle, je vous reprojette une autre question Menti qui porte sur les exercices. Alors, on voulait juste vous demander, et c'est vraiment un sondage pour que nous, on sache un petit peu si les exercices étaient bien conçus et adaptés. On voulait vous demander de nous dire si vous les trouviez intéressants, adaptés, faciles ou difficiles. Alors, donc, c'est un vote qu'on vous propose. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de les faire, ce qu'on comprend tout à fait, parce qu'on vous a envoyé ça vendredi soir, donc vous n'avez pas eu beaucoup de temps, on vous demande juste de mettre la note la plus élevée pour la première question. Donc, vous mettez 10. Pour malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire les exercices. Si vous avez eu le temps, l'occasion de regarder les exercices, on vous invite juste à voter sur les deux questions suivantes pour nous dire s'ils étaient plus ou moins intéressants, adaptés et plus ou moins faciles. On a une autre question aussi sur le pouvoir calorifique, très intéressant, une très bonne question en effet. C'est comment est-ce qu'on fait pour calculer ou statuer le pouvoir calorifique si, ou dans les cas où on a plusieurs fournisseurs de données commandant avec plusieurs pays à périodes différentes. Ça, c'est une très bonne question, c'est vrai. Ça, c'est la difficulté d'avoir des bons pouvoirs calorifiques. Dans un monde idéal, le meilleur serait d'avoir toutes les données spécifiques, un pourcentage de chaque produit provenant de chaque pays avec son pouvoir calorifique et pouvoir calculer une moyenne pondérée pour chaque produit flux, donc importation ou production. Par contre, dans la réalité, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, il faut faire des estimations ou des simplifications en utilisant des pouvoirs calorifiques moyenne ou standard pourcentage produit s'il n'y a pas l'information exacte et spécifique. Par contre, c'est vrai qu'il y a ces conditions-là et on va voir dans l'exercice, on a essayé de mettre un petit calcul de moyenne pondérée. On a de gaz naturel importé et produit dans les pays. Comment est-ce qu'on va, sans savoir exactement les mix consommés dans chaque secteur, comment est-ce qu'on va attribuer un pouvoir calorifique moyen à la consommation de gaz naturel dans le pays? Et là, on va juste utiliser la moyenne pondérée entre le total d'importation et le total de production dans les pays. Dans ces cas-là, c'est le plus facile parce que c'est vraiment compliqué d'avoir un effet pour chaque flux, un pouvoir calorifique exact. Merci pour cette question. Donc, d'après vos réponses sur Menti, on voit qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas eu le temps de regarder les exercices, mais pour les autres, je vois que vous les avez trouvés intéressants et adaptés, mais plutôt difficiles. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le temps suffisant pour les corriger ensemble. Et à nouveau, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure de la présentation. Gianluca, je te repasse la main pour présenter le fichier Excel. Parfait. On a une autre question, peut-être, on va la répondre. Je vais la lire en direct. J'espère d'être capable de la répondre aussi. Comment expliquez-vous une situation où la demande est supérieure à l'offre? Elle est normale? Comme on a essayé d'expliquer avant, ça c'est une très belle question. Des fois, il y a une différence due seulement à l'effet que les données collectées de la demande peuvent être supérieures par différentes raisons. Par exemple, dans l'offre, on a oublié ou mal reporté une partie de l'offre. Par exemple, comme je disais, le stockage. On s'est oublié qu'il y avait une partie des produits qui étaient libérés du stockage pour être consommés. Donc ça peut être une situation où la demande est supérieure à l'offre. Ou sinon aussi, si on a une erreur dans la demande. Par exemple, on a reporté 2 fois la même consommation dans un secteur parce qu'il y a la même entreprise qui travaille dans différents secteurs, elle a reporté la même consommation 2 fois. Ça peut arriver aussi. C'est le double comptage de la demande. Mais il y a aussi l'utilisation des pouvoirs calorifiques. Si on utilise des pouvoirs calorifiques différents dans l'offre et la demande et ne sont pas bien calculés, ça peut aussi porter à une différence dans la demande de l'offre. Physiquement, c'est impossible. On ne peut pas consommer plus de ça qu'on a. Ça, c'est vrai. Mais
au niveau des statistiques, quand on collecte les données, il peut y avoir des différences, pas de certaines erreurs qui sont très, très typiques. C'est normal de ne pas avoir exactement les mêmes valeurs. En effet, c'est bien d'avoir une petite carte statistique. Ça signifie que les données ont été vraiment collectées pour l'approvisionnement et pour la demande et ne sont pas été juste créées avec Excel pour être parfaites. Il y a une autre question sur le pouvoir calorifique. C'est quoi l'impact sur les bilans et sur les modèles? Comme on a dit, ça peut être un impact très grand si on utilise les mauvais pouvoirs calorifiques. Comme on a vu aussi pour les mêmes produits, il y a différentes fourchettes qui sont très larges aussi. Donc, c'est bien aussi de savoir exactement les pouvoirs calorifiques du produit qu'on a consommé pour savoir exactement l'énergie finale consommée dans notre pays, dans notre secteur. Donc, ça peut avoir un impact que ça peut être faible ou grand, indépendant de l'erreur qu'on ramène quand on utilise un pouvoir calorifique incorrect. Et aussi sur les bilans, parce que ça va affecter sur les modèles, sur les bilans et les modèles, parce que ça va affecter notre reporting ou information sur la demande d'approvisionnement d'énergie, si c'est mal fait. Alors ça, c'est un concept très compliqué, les pouvoirs calorifiques, en effet, pour aller en détail, mais c'est bon de savoir que c'est important d'essayer d'avoir l'information la plus détaillée. J'espère que ça a répondu. C'est compliqué de répondre à ce type de questions parce qu'en effet, ce sont de très bonnes questions. Et on n'a pas beaucoup le temps de se plonger, mais dans les programmes, vous savez, on va parler beaucoup plus de ça et quand on va venir au Sénégal, j'espère prochainement, si cette crise va se terminer, on va pouvoir en parler en vive voix avec des experts de l'AIE et avec vous aussi, avec votre expérience avec ce type de calcul, qu'on peut trouver des solutions, discuter un peu plus en détail. Mais maintenant, on peut peut-être aller voir l'exercice, comme on disait. Hop. C'est pas ça. Hop. Alors, on commence l'exercice 1. J'ouvre directement les solutions, comme ça va être plus facile pour moi à vous expliquer. L'exercice vous donne un tableau statistique pour les gaz naturels en unité physique, 1 million de mètres cubiques, avec production, importation, donc approvisionnement, et après consommation dans les différents secteurs et transformation dans les centrales électriques. Et donner ça pour 10 ans, de 2010 à 2019. Ça, c'était les données et l'information en entrée qu'on avait pour notre exercice. La première question, c'était, en utilisant cette information qui a été donnée aussi, des pouvoirs calorifiques supérieurs, en ce cas-là, du gaz naturel, il fallait calculer la moyenne pondérée des pouvoirs calorifiques supérieurs des années 2013 à 2019. Pourquoi? Comme on voit, en 2013, ces pays commencent aussi à produire du gaz naturel et son pouvoir calorifique, comme on voit dans la ligne 22, est relativement différent du pouvoir calorifique du gaz naturel importé par les pays. 38 contre 41,5. Donc là, on va calculer c'est quoi la moyenne pondérée de ces mix de gaz qui va rentrer dans mon pays et que ça va être consommé dans mon pays. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il s'agit d'un calcul de moyenne pondérée, donc on doit donner un poids à chaque type de gaz naturel. Donc pour la production, on voit qu'on a en 2013 que 9 millions de mètres cubes, mais pour les importations, 150. Donc on s'attend que ces calculs va ramener un pouvoir calorifique très proche du gaz naturel d'importation parce que son poids dans le total est beaucoup plus grand, 150 contre 9. Par contre, en 2019, la production du pays de gaz naturel elle a très fortement augmenté. Et donc ici, on se trouve dans une situation où les pouvoirs calorifiques de la production et des importations sont à des niveaux similaires. Donc, les poids aussi du type de gaz naturel dans les mix du gaz naturel produit dans les pays a un impact plus fort. Donc, on voit en effet qu'en 2013, on est à 41,3, que c'est très proche du pouvoir calorifique du gaz naturel importé. En 2019, on est plutôt à moitié entre les deux. Parce que, comme on disait, les mix est 50-50 plus ou moins. En 2013, il était plutôt vers les importations. Comment est-ce qu'on calcule ça? Si on regarde la formule,
hop, on doit multiplier simplement les pouvoirs calorifiques pour la quantité. Donc, par exemple, pour les productions, 38 multiplié par 9, qui donne notre poids de ce type de gaz naturel. En somme, pour les autres flux, donc dans ce cas, pour les importations, on multiplie 41,5 pour 150. On a ces sommes-là qu'on va diviser par les totales de notre quantité, que ça va être production plus importation, donc 159, on voit ici. Et ça nous va donner exactement le pouvoir calorifique du gaz naturel dans les cas où on mélangeait complètement la production et l'importation. Donc, notre pouvoir calorifique, ça va être 41,3 ou 39 en 2019. La deuxième question, c'était plutôt de calculer un bilan énergétique en utilisant le pouvoir calorifique et les données physiques. Et il y avait des astuces ou des aides. C'était notamment d'utiliser les pouvoirs calorifiques de production pour la production, d'importation pour les importations, et pour tous les autres flux, utiliser les pouvoirs calorifiques supérieurs, moyennes, pondérés, calculés dans l'exercice. Ça, c'est parce que les sources du gaz naturel dans les pays, c'est la production et l'importation, et on fait une hypothèse que ce gaz il est mélangé et utilisé de façon égale dans tous les secteurs, parce que, ça c'est une question aussi, parce qu'on ne connaît pas exactement les mix utilisés dans des différents secteurs. Par exemple, c'est probable que le gaz naturel produit, c'est complètement utilisé dans les centrales électriques directement. Donc, il n'est pas mélangé avec les autres. Donc, pour les centrales électriques, en vérité, le pouvoir calorifique n'est peut-être pas égal à la moyenne pondérée. Mais ça, c'est la façon pour simplifier les calculs, utiliser la moyenne pondérée quand on n'a pas les mix exacts des produits utilisés dans chaque secteur. Et c'est une approche tout à fait raisonnable qui pour des résultats ou des bilans énergétiques de qualité. Par contre, je reviens à la métadonnée, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait. Il faut avoir tous les pouvoirs calorifiques utilisés pour chaque flux et produit pour être capable de recalculer en arrière ou de trouver les raisons pour lesquelles on a ces valeurs-là et pas ces autres-là. Donc ici, ça s'est trouvé juste de multiplier notre valeur en unité physique par les pouvoirs calorifiques. Comme on voit, les unités sont ici est simple. On doit passer en terajoules et on avait des millions de mètres cubes et les pouvoirs calorifiques étaient donnés en mégajoules par mètre cube. Donc, une simple multiplication nous ramenait directement au terajoules. Il faut faire attention, par contre, des fois, il ne faut pas juste multiplier, mais il faut faire des autres conversions si notre unité de mesure finale est différente de celle attendue. Donc, par exemple, on pouvait avoir les unités physiques, pas 1 million de cubiques mètres, mais un milliard ou milliers de mètres cubiques. Donc, on aurait dû multiplier ou diviser par 1000 notre multiplication avant d'avoir les terajoules qu'on cherchait. J'espère que c'est clair. Je suis en train de me faire des boucles avec ces calculs mentaux. Après, la question 3 nous demandait, à partir du bilan du gaz naturel, calculer un indicateur pour vérifier l'écart statistique. Comme on a vu, un bon indicateur, c'est diviser l'écart statistique par l'approvisionnement d'énergie. Et ici, ça a été fait. On a l'écart statistique. Et ici, c'était divisé, comme vous voyez, par l'approvisionnement. Et on voit que pour toutes les années, c'est entre notre fourchette de fiabilité. Par contre, comme dans la question 4, on demande, est-ce qu'il y a une valeur qui nous fait penser qu'il y a des erreurs, qu'il y a peut-être un reporting erroné dans la demande ou dans l'offre? Et ici, on voit qu'en effet, en 2015, on a un écart statistique qui représente 55% de l'approvisionnement. Donc là, on est sûr qu'il y a une erreur. C'est pas raisonnable d'avoir une différence aussi grande. On a dit que 5%, c'est plus ou moins la limite. Donc, la demande, c'était aussi qu'est-ce que peut être les causes? Comme on a vu, les causes, ça peut être un reporting erroné dans la demande, ou un report erroné dans l'offre, c'est un flux de l'offre, aussi une utilisation erronée des pouvoirs calorifiques.
Après avoir fait tout ça, on peut regarder un petit graphique, ça nous montre l'écart statistique, c'est très intéressant. Ici, on voit en bleu l'approvisionnement, en orange la demande. Et on voit la différence entre eux, c'est l'écart statistique. Et on voit qu'en 2015, il y a en effet une très grosse différence entre la demande et l'approvisionnement. Et cette différence, elle est trop élevée. Donc, ça va nous faire penser qu'il y a une erreur et on doit essayer de trouver la cause pour corriger nos données. Mais là, on n'avait pas l'information pour corriger. On va voir après, avec des autres vérifications des données qu'on va faire, on va trouver peut-être la solution, la raison de cet écart statistique. La question 5 demandait d'utiliser aussi des données fournies sur la production d'électricité, notamment dans ces cas-là de gaz naturel. On a la production d'électricité à partir du gaz naturel, 1 gigawattheure pour toutes les années. Il demandait de calculer l'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on calcule l'efficacité? On doit diviser les produits qui sortent de la transformation, donc dans ces cas-là, l'électricité, par les produits en entrée. Dans ces cas-là, on voit que les unités sont différentes, un gigawattheure et terajoules, donc ils étaient fournis aussi les facteurs de conversion pour passer des gigawattheures à terajoules pour avoir les mêmes unités et calculer correctement l'efficacité. Donc, comme on voit ici, l'efficacité est calculée comme la sortie du gaz naturel divisée par l'entrée, la sortie de l'électricité divisée par l'entrée dans la centrale de gaz naturel, que c'est par contre un terajoules, donc on va diviser aussi par 3,6 pour avoir les mêmes unités. La question 6, par contre, demandait aussi d'essayer de remarquer s'il y avait des problèmes avec ces efficacités. On voit qu'à partir de 2010, on a des 30%, après ça augmente un peu, peut-être il y a de nouvelles centrales plus efficaces qui ont été construites dans les pays, ou la centrale qu'il y avait été améliorée. Par contre, on voit qu'en 2015, il y a une valeur beaucoup plus faible, on passe de 35 à 20%. Ça doit être expliqué, c'est un changement très rapide et aussi c'est une efficacité relativement faible pour ce type de centrale à gaz. Donc, on se doit demander le pourquoi. Qu'est-ce que l'origine de cette erreur? Simplement, l'efficacité énergétique, c'est un rapport entre la sortie et l'entrée. Donc, l'erreur, ça vient forcément ou de l'entrée ou de la sortie. Un des deux valeurs est erroné. Et une des questions, c'était aussi quel des deux est le facteur qui ramène cette erreur ou ce problème dans l'efficacité. En effet, en regardant l'écart statistique de l'électricité, comme on voit, c'est 2015, c'était le même problème qu'on avait avec la même année avec les problèmes d'écart statistique du bilan du gaz naturel. Mais si on regarde l'électricité, on voit que la génération totale en 2015 est très similaire à la demande. Donc, il n'y a pas un gros écart statistique. Donc, on peut se dire que la sortie en électricité est peut-être correcte. Donc, on va regarder l'entrée. L'entrée en 2015, on voit qu'elle est très grande par rapport aux autres années. Et aussi, il y a un gros écart statistique cette année qu'on avait déjà trouvé avec les autres questions. Donc, on peut se dire, très probablement, l'erreur vient du reporting des entrées du gaz naturel dans les centrales électriques. Et la dernière question, ici on voit aussi un graphique de l'efficacité, un triangle, et les entrées et les sorties. Et la dernière question nous demandait d'essayer de corriger. Maintenant qu'on a probablement trouvé la cause, que c'est l'entrée de gaz naturel, il nous demandait d'essayer de corriger cette donnée. La bonne approche serait de recontacter les fournisseurs de données. Par exemple, dans ces cas-là, ça peut être la centrale électrique de gaz naturel pour essayer de récupérer les bonnes données pour l'année 2015. Mais dans les cas où on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité de le faire, on peut utiliser des estimations pour corriger cette année, avoir des données plus de qualité. Une approche possible qu'ici on propose, c'est d'utiliser l'efficacité énergétique des autres années. Ça peut être une moyenne, ça peut être l'année la plus proche, pour recalculer l'entrée. Donc ici, on va par exemple fixer à 35%, parce que c'est l'efficacité des années précédentes et des années d'après, l'efficacité. Et donc,
en fixant la sortie, qui on a vu que c'est très probablement correct, on va recalculer notre entrée de gaz naturel dans les centrales électriques. Après avoir fait ça, on peut aussi remettre cette valeur dans notre bilan de gaz naturel. Et on voit qu'en faisant ça, on corrige aussi notre erreur d'écart statistique. Donc, on a vu ici, avec deux vérifications, en regardant des statistiques différentes, on a réussi à résoudre des problèmes d'écart statistique ou de reporting de consommation de gaz naturel dans les centrales électriques. En regardant l'efficacité, l'écart statistique, on a trouvé un peu d'où venaient les problèmes et on a réussi à estimer une petite solution. Et comme on voit corriger les mêmes graphiques, on a l'efficacité qui reste plus ou moins constante et on n'a pas les pics dans la consommation de gaz naturel qu'on avait avant et qui causait aussi notre écart statistique en 2015. Maintenant, on peut passer à l'exercice 2. Gianluca, peut-être avant de passer à l'exercice 2, on a deux questions très rapides qui portent sur le calcul des écarts statistiques. Est-ce que tu peux peut-être revenir rapidement sur comment l'écart statistique est calculé? Et ensuite, on a une deuxième question sur l'année 2017 où on a un écart de moins 7%. Et la personne demande si est-ce que c'est normal ou qu'est-ce qu'il faut faire avec une telle valeur? Alors, bien sûr, l'écart statistique est calculé comme la différence entre la demande et l'offre. Ça peut être un ou l'autre, comme on l'a dit avant. Ça peut être la demande moins l'offre, l'offre moins la demande. Donc ici, comme on voit, par exemple, on l'a calculé comme l'approvisionnement total moins la demande totale. Donc la somme des importations, production et variation de stock moins la somme de consommation. Après, pour calculer par contre notre indicateur pour voir si cet écart statistique il est relativement grand, parce qu'en valeur absolue, il nous dit rien en 41, on doit voir par rapport à la quantité totale d'offres et demandes dans les pays, qu'est-ce que ça représente. Et alors, on divise ces valeurs-là par l'approvisionnement d'énergie. Et si on voit qu'à 41, par exemple, ça représente que 1%. Donc, ça va. C'est une erreur que c'est très normal de l'avoir parce que le reporting est fait, la collecte des données est faite avec les différents acteurs, les consommateurs ou les producteurs d'énergie. Donc, c'est très probable, c'est même normal d'avoir un petit écart statistique de ce pourcentage-là. Par contre, comme on a vu en 2015, c'était très, très, très élevé. Ce n'est pas raisonnable. Donc là, on devait sûrement trouver une solution. En 2017, c'est vrai qu'on est un peu plus élevé que 100%. Donc ça doit être quand même vérifié parce que c'est relativement grand. Mais s'il n'y a pas une solution facile à trouver, ça peut être raisonnable comme on n'est pas très loin de 100%. Il y a des cas, même dans les bilans énergétiques de beaucoup de pays, où il peut y avoir un 6%, 7% où la solution n'est pas très trouvée. C'est juste ça. Par contre, si ça commence à être 10%, 20%, là, c'est trop élevé. Mais même à 7%, il faut vérifier s'il y a une solution à ces problèmes-là. C'est vrai. Très bonne question, en effet. Parce qu'on a dit que quand il est plus grand de 100%, il faut quand même s'alerter un peu et voir, essayer d'expliquer le pourquoi et trouver peut-être une solution. Est-ce qu'il y a des autres questions sur la... Non, je pense que tu peux passer à l'exercice 2, j'ai l'impression. Les autres questions sur le Q&A portent sur des sujets plus généraux, on pourra y répondre à la fin. OK. Le deuxième exercice, c'était vraiment créer les bilans énergétiques de ces pays. Il y avait pour plein de produits déjà les valeurs données. Il faut les remplir pour les gaz naturels et pour l'électricité à partir de hydro, solaire et éolien, que c'était donné aussi dans l'exercice précédent. Comme on a vu, il y avait un petit bilan d'électricité. Pour faire ça, il faisait reporter les valeurs dans ce tableau. Dans l'exercice que vous avez envoyé, par contre, désolé, je n'avais pas spécifié si ce bilan c'était un pouvoir calorifique inférieur ou supérieur. Donc, c'est tout à fait mon erreur. Hier soir, par contre, j'ai noté, j'ai ajouté pouvoir calorifique inférieur. Dans ce cas-là, il faudra aussi modifier les valeurs qu'on a vues pour le gaz naturel parce que c'était reporté un pouvoir calorifique supérieur.
Mais dans les cas où on fait un bilan, un pouvoir calorifique supérieur, les valeurs qu'on voit en production par 2019 doivent être les mêmes qu'on a vu dans l'exercice 1. Ici, c'est différent parce qu'on a dit que la convention de la IEA, c'est les pouvoirs calorifiques inférieurs, donc on doit corriger par rapport à ça. Et notamment pour les gaz naturels, la différence entre les pouvoirs calorifiques inférieurs et supérieurs, c'est de 10%. Donc, j'ai juste multiplié par 0,9. Mais ça, vous ne l'avez pas dans l'exercice. Donc, si vous avez reporté les mêmes valeurs, c'est tout à fait correct. C'est juste une convention. Donc, oui, la première question, c'était juste de remplir les bilans de gaz naturel, de l'hydro, les solaires et l'éolien. Et il y a des astuces à prendre en compte, que ça dépend fortement des conventions utilisées pour le calcul du bilan énergétique, comme on a vu dans les slides précédents. Pour les sources d'électricité des produits qui ne sont pas combustibles, comme l'hydro, le solaire et l'éolien, le premier point de mesure, c'est l'électricité. Donc, on s'en fiche de combien de soleil il y a, de l'énergie potentielle hydraulique dans les barrages et de tout ça. On veut voir juste la sortie de l'électricité. Ça, c'est beaucoup plus simple et ça a beaucoup plus de sens en termes énergétiques aussi pour faire le reporting. Et aussi, la convention, c'est pour cette électricité et après, pour reporter l'énergie primaire pour ce type de produit-là, l'AIE utilise une convention de 100% pour l'hydro, le solaire et l'éolien. Donc, pratiquement, l'électricité produite et la production dans les bilans, comme on voit dans la ligne 5, ça va être la même. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? Là, on avait des valeurs en gigawattheure dans notre exercice 1, comme on voit rapidement. On a notre bilan électrique pour les solaires photovoltaïques. Pour l'hydro, c'est plus simple. On a 120 gigawattheures en 2019 qu'on a reporté en bas. C'est la production d'électricité, 120 gigawattheures. Par contre, notre bilan est en terajoules. Donc, on doit convertir ça à nouveau en terajoules en utilisant notre facteur de conversion de 3,6. Là, on obtient un nombre et mettre le nombre négatif. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'entrée d'énergie dans une centrale électrique. Et les entrées dans la transformation sont reportées avec un nombre négatif. Et les sorties avec un nombre positif. Comme on voit, la sortie d'électricité, il est reporté dans la colonne électricité et dans la même ligne, est positive, 5137. On voit de même pour les gaz naturels, on a mis un petit moins parce qu'on sait que ça, c'est les gaz naturels consommés dans la centrale électrique, consommés, transformés, et entrés dans la transformation. Donc, la convention, c'est mettre un moins parce que les plus, c'est réservé à les sorties. Et ça a du sens parce que ça, c'est une quantité qui va disparaître dans nos bilans, ça ne va plus être consommé après. Par contre, pour les produits sortants, comme l'électricité, c'est positif parce que ça va être consommé après en bas dans les secteurs de consommation. En effet, on voit que l'électricité après est consommée, industrie, résidentielle, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va vous fournir aussi tout ce type d'informations écrites dans la solution. Merci Arnaud pour avoir mis tout ça ensemble après mes commentaires en anglais. J'ai ajouté aussi la slide qu'on a vue tout à l'heure pour les choix et les conventions qu'on a utilisées. Donc, on voit bien que 100%, c'est l'efficacité et le rendement utilisé pour ce type d'énergie. Il y avait une autre question aussi, c'était observer la raffinerie. Si on observe la raffinerie, on a du pétrole brut qui rentre donc en négatif, moins 495 terajoules. Et on a des produits pétroliers qui vont sortir, 532. Et la question c'était, est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange ici? Je pense qu'on l'a déjà vu avec Nicolas la semaine dernière. En effet, dans la transformation, on l'a vu aussi aujourd'hui, les efficacités ne peuvent jamais être plus grandes de 100%. Donc, avec la convention de moins et plus, on ne peut pas avoir un total en transformation positive. Ici, on a un 37. Ça signifie que les sorties sont plus grandes que les entrées. Et ça signifie aussi que notre efficacité est plus grande que 100%. Ici, on l'a calculé, comme le rapport entre la sortie et l'entrée, ça nous fait 107%. Donc, ce n'est pas possible de créer de l'énergie. Donc, ici, il y a un souci. Et après, il y avait une autre question. Est-ce que c'est plus probable que cette erreur vient de l'entrée, donc du pétrole, ou des produits pétroliers?
Et la réponse, c'est simple. C'est un peu comme on a fait tout à l'heure. On a regardé les bilans. Et ici, par exemple, on voit que les bilans des produits pétroliers, il n'est pas très bien bilancé parce qu'il y a un écart statistique relativement grand. Donc, probablement, on a reporté un valeur trop grand en sortie de raffinerie. Par contre, comme je disais, la façon la meilleure, ce n'est pas essayer d'estimer comme ça c'est juste dans les cas où. Ou ça peut servir aussi pour avoir des idées quand on envoie des questions à les fournisseurs de données. On pense que les problèmes viennent des sorties parce qu'on ne voit pas une consommation équivalente à la sortie de raffinerie dans les pays. Et après, les fournisseurs de données va regarder ces bilans d'entrée-sortie et va peut-être corriger le reporting. Je pense que j'ai fini ici l'exercice. Je vais donner la main à les experts modeling pour continuer. Peut-être on a des questions à voir maintenant, Arnaud, ou c'est mieux qu'on attend la fin ou il n'y a pas encore? Alors, je ne vois pas de questions pour l'exercice 2 pour l'instant. On peut peut-être vous laisser 30 secondes le temps que je reprenne la main pour présenter ensuite l'exercice 3. N'hésitez pas. Ensuite, on va vous envoyer ces fichiers avec les solutions aussi. Donc, vous avez la possibilité de voir les formules utilisées et aussi les explications qui vont à côté des solutions. Bon, là, je laisse la parole à Arnaud pour expliquer l'exercice de modélisation. Très bien. Juste un point avant de débuter, je pense qu'on va dépasser l'horaire qu'on avait prévu. Désolé si on a été plus long. J'espère que vous pouvez tous rester un peu plus longtemps avec nous. Je vais essayer d'aller rapidement, mais quand même de faire cet exercice de modélisation avec vous et on gardera à nouveau un temps pour les questions-réponses. Alors, l'exercice 3, c'est un exercice de projection. Et donc, la question à laquelle on voudrait répondre, c'est quelle sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, la demande future en produits pétroliers pour le secteur des transports. Donc, pour construire cet exercice, on a pris des variables d'entrée, des hypothèses. Donc, on a des indicateurs socio-économiques, comme on a vu plus tôt, la population. On a des informations qui sont spécifiques au secteur des transports. Donc, on a la flotte totale de véhicules, la distance que chaque véhicule va parcourir, le taux d'occupation des véhicules. Donc pour comprendre un petit peu mieux la demande en carburant et en essence pour ces véhicules. On a aussi des informations côté offre, quelles sont les importations de carburant et quelles sont les sorties des raffineries. Alors avant d'aller plus loin, peut-être je précise qu'on a dû faire beaucoup de simplifications dans ce modèle, donc c'est évidemment pas la vie réelle. Là, on a supposé que la totalité des produits pétroliers étaient utilisés par les voitures uniquement. On ne parle pas de bus, de camions, d'avions, etc. On parle juste d'un type de carburant, donc disons de l'essence. On ne parle pas de diesel et d'autres solutions. Donc, on a évidemment simplifié le monde à l'extrême pour décortiquer un petit peu la logique de modélisation. Alors, le fichier Excel est construit avec des données historiques, donc que je peux étendre afin qu'on voit chaque année entre 2000 et 2018. Et ensuite, on va avoir notre partie de projection entre 2019 et 2030. Pardon. Alors, je les referme pour qu'on voit uniquement quelques années clés. Alors, ce qui est très important, c'est que avant de pouvoir mettre sa casquette de modélisateur et faire des projections, on a besoin de faire de la statistique énergétique et de travailler sur les données. C'est vraiment un point sur lequel on insiste. Il est impossible de projeter, d'estimer, de prédire si on ne peut pas s'appuyer sur des données qui sont fiables. Et là, ce qu'on va faire, c'est un premier calcul d'ordre statistique sur la partie historique pour essayer de mieux comprendre la réalité du secteur du transport des passagers dans le pays donné. Et là, on revient à l'indicateur passager-kilomètre dont on a un petit peu parlé, qui en fait a juste vocation à nous donner une image de ce que les passagers qui se déplacent dans un pays sur une année donnée.
Et pour le calculer, donc, ce qu'on va faire, c'est prendre la flotte totale de véhicules. Alors, il faut faire attention aux unités, puisque cette cellule est exprimée en millions. Donc, je vais tout de suite les multiplier par 10 puissance 6. Donc, on a cette flotte totale de véhicules en millions. On la multiplie par la distance moyenne que chaque véhicule parcourt, 4800 km par an, et par le nombre de personnes qui sont dans les véhicules, le taux d'occupation. Là, on a pris une hypothèse à 1,5 personnes par véhicule. Là, on va obtenir des kilomètres. La question nous demande de l'exprimer en milliards de kilomètres. Donc, je divise par 10 puissance 9. Et j'ai donc 0,54 milliards de passagers kilomètres. Donc, je vais étendre la formule jusqu'à 2018. On a répondu à la première question. On a cet indicateur qui nous traduit vraiment la réalité du transport de passagers sur les 19 dernières années. La question 2 a vocation à plutôt aller un cran plus loin, à essayer de comprendre le parc de véhicules, qu'est-ce qu'il consomme et quelle est sa propre demande en énergie. Donc là, on va calculer la consommation moyenne de carburant par véhicule. Et pour cela, en fait, on peut partir de la demande en pétrole qu'on nous donne. Souvenez-vous qu'on prend l'hypothèse que tout le pétrole sert uniquement à notre usage de transport. Donc, on a la demande en pétrole qui est exprimée en kilotonnes équivalent pétrole. Donc, si on veut des tonnes équivalent pétrole, on remultiplie par 1000. Donc, cette demande en pétrole, on la divise par la flotte de véhicules, à nouveau multipliée par 10 puissance 6 pour avoir des véhicules et non pas des millions de véhicules, qu'on multiplie par la distance moyenne que fait chaque véhicule. Et normalement, ma formule est bonne. Voilà, donc on a une notion de ce que les véhicules en moyenne dans ce pays consomment. L'indicateur qu'on nous donne là, c'est des tonnes d'équivalent pétrole par kilomètre. Ce n'est pas forcément l'indicateur le plus adapté, il ne parle pas vraiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est le traduire en litres au 100 km, qui est quelque chose qu'on maîtrise un petit peu mieux, puisqu'on nous donne un facteur de conversion. Donc, en fait, on va juste devoir convertir. Une bonne pratique à laquelle on va essayer de s'astreindre, c'est dès qu'on a dans un calcul un paramètre extérieur, mieux vaut l'écrire ici plutôt que de l'écrire directement dans la formule. Donc, je m'explique. On nous dit qu'une tonne équivalent pétrole, c'est 1256 litres. Donc, je vais l'écrire ici. Et donc, ensuite, je vais tout simplement convertir la valeur qu'on vient de calculer en litres. Et je multiplie par 100 puisqu'on me demande une valeur pour 100 km. Et donc là, je vois qu'en 2010, en moyenne, les véhicules consommaient 13 litres pour 100 km. Alors, je vais bien veiller à étendre. Alors, excusez-moi. Donc là, dans mon calcul, avant d'étendre ma formule, je vais évidemment m'assurer que la variable qui est ici, le paramètre, lui, ne va pas bouger. Comme ça, je peux sereinement étendre ma formule. Voilà pour la question 2. Donc là, on n'a pas encore fait de la projection, on a vraiment essayé de faire des statistiques et de mieux comprendre l'historique de la réalité du secteur du transport et de la consommation de pétrole qui est liée. Question 3, commençons à faire un petit peu à réfléchir au futur. On va essayer d'estimer quel sera le parc de véhicules d'ici à 2030. Et en fait, pour cela, on va pouvoir s'appuyer sur les paramètres qu'on a déjà calculés. On a vu à la question 1, l'indicateur passager-kilomètre, en fait, c'est une construction à partir, entre autres, de la flotte totale de véhicules. Donc, on peut faire l'inverse et calculer la flotte de véhicules à partir du passager-kilomètre et d'autres variables. Dans un premier temps, on nous demande de renseigner la distance parcourue par kilomètre. Eh bien ça, on va reprendre les données historiques qu'on avait plus haut. De même pour le taux d'occupation des véhicules. Et passager kilomètre, c'est quelque chose qu'on a calculé à la question 1. Donc ces trois valeurs qui sont historiques et déjà calculées, je peux les étendre jusqu'en 2018.
Maintenant, se pose la question de qu'en sera-t-il en 2019 et dans les prochaines années. Et là, dans la question, on nous demande de prendre des hypothèses. Donc, on fait de la modélisation, il faut poser des hypothèses. On nous dit que tout d'abord, alors, première hypothèse, la distance parcourue par kilomètre augmente de 50 km chaque année. Donc, à nouveau, je vais entrer ici mon paramètre, 50 km. Et ici, je vais dire que la valeur de 2019, c'est celle de 2018 plus 50 km. Et ainsi de suite jusque 2030. Deuxième paramètre, le taux d'occupation des véhicules, là, on nous dit qu'il est inchangé. Donc, il reste à 1,5. C'est à nouveau une hypothèse qu'on prend et une simplification. Et pour ce qui est des passagers kilomètres, on nous dit que l'indicateur augmente de 7% par an entre 2018 et 2030. Donc, à nouveau, j'entre 7% et on va faire un taux de croissance. Donc, je prends la valeur de l'année précédente et je la multiplie par 1 plus 7% d'une année sur l'autre. Donc là, ce que je vois, c'est que mon indicateur passager kilomètre va fortement augmenter d'ici à 2030. La question qui nous est posée, c'est la flotte totale de véhicules. Comme on l'a vu à la question 1, voilà, il s'agit juste de changer les paramètres du calcul. Mais donc, je vais, pour gagner un peu de temps, pas refaire le calcul tout de suite. On voit que la flotte totale de véhicules, elle est calculée comme les passagers kilomètres divisé par la distance parcourue par chaque véhicule et le taux d'occupation. Alors, donc ça, on l'a recalculé sur la dimension historique. Ce qu'on peut vérifier, c'est est-ce que notre nouveau calcul est bien cohérent avec ce qu'on avait comme données d'entrée à la ligne 8. Donc là, on nous dit true, donc c'est bon. Notre formule est bonne. Pour la partie historique, on a bien réussi à bien mener le calcul. Et ce calcul étant bon, eh bien, je peux l'étendre jusque 2030. Et là, j'ai répondu à la question. En 2018, on avait 0,3 million de véhicules. D'après nos hypothèses, en 2030, on en aura à peu près le double, 700 000 véhicules qui constitueront le parc de ce pays. Alors, question 4, et c'est là où ça devient vraiment intéressant. On a, avec nos hypothèses, projeté quel sera le parc de véhicules d'ici 2030. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'il va consommer comme pétrole. Et donc là, alors si on revient aux paramètres clés pour répondre à cette question, il faut qu'on sache ce que chaque véhicule consomme en moyenne comme carburant. Donc, ça, c'est un élément qu'on nous a donné en début d'exercice. Non, pardon, c'est un élément que nous avons calculé à la question 2, la consommation moyenne de carburant par véhicule. Donc, je vais juste la reporter. Et il va s'agir de projeter cette consommation moyenne de carburant par véhicule. Dans la question, on nous dit qu'il faut prendre l'hypothèse que cette consommation diminue de 1% grâce à l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au fur et à mesure, le parc de véhicules se renouvelle. On a de plus en plus de véhicules neufs qui ont des meilleurs moteurs, des meilleurs standards et qui vont consommer moins. Donc, je vais faire le calcul. On a 1% d'amélioration chaque année. Donc, je prends la valeur de l'année 2018 et on la multiplie par 1 moins 1% pour avoir la valeur de l'année suivante, et ainsi de suite jusque 2030. On peut donc calculer la demande totale en pétrole, puisque la demande en pétrole, c'est la flotte de véhicules en millions, multipliée par la consommation moyenne de carburant de chaque véhicule. Je divise par 10 puissance 3 pour arriver sur des kilotonnes. Et, excusez-moi, il faut que je change l'affichage. Alors, attendez, je vérifie juste que mon calcul est bon.
Oui, on est bon. Donc, ce qu'on voit, c'est que la demande en pétrole, entre 2018, où elle est à 173 kilotonnes équivalent pétrole, et 2030, elle va doubler. Alors, donc là, on est remonté, on a bien réussi à quantifier la demande en essence, en pétrole pour nos besoins de transport. Ce qu'on peut faire, c'est remonter d'un cran et essayer de voir comment l'offre peut satisfaire cette demande. Alors, à nouveau, on nous propose de calculer quelles seront les importations de carburant, sachant que dans le pays, on a une production locale de carburant avec des raffineries. Alors, donc, le premier paramètre à regarder, c'est qu'est-ce que les raffineries produisent. Bon, ça, on nous l'a donné en début d'exercice. Donc, les raffineries produisent pour l'année 2000 18 kilotonnes équivalent pétrole de notre carburant. Or, comment cette production des raffineries va-t-elle évoluer? Eh bien, on nous le précise aussi en nous disant qu'il faut prendre pour hypothèse le fait que les sorties de raffineries augmentent de 2% par an. J'entre mon paramètre ici et, comme vu précédemment, on va faire un taux de croissance d'année en année pour que nos sorties de raffinerie augmentent effectivement de 2% par an. Alors, une fois que je connais mes productions locales de raffinerie, je connais également ma demande. Et ben, la différence, c'est ce qu'il me faut importer pour que l'offre rencontre totalement la demande. Et donc là, tout simplement, on va calculer la demande en pétrole moins mes sorties de raffinerie. La différence, c'est ce que je dois importer. On va s'assurer que cette valeur est bien égale à ce qu'on avait calculé, ce qu'on avait en données d'entrée au début de l'exercice. True, donc vrai. C'est bon pour la partie historique. Et je peux sereinement étendre ma formule pour avoir la valeur sur le futur. Et là, à nouveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que entre 2018 et 2030, selon notre petit exercice et nos hypothèses, on augmente considérablement, si je calcule le ratio. Voilà, on augmente de 163% le besoin d'importation de carburant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même calculer, et c'est la question 6, le taux de dépendance aux importations pour satisfaire la demande nationale. Donc, tout simplement, on va calculer nos importations divisées par la demande totale. Donc, en 2000, ce ratio est à 53%. Et on voit que dans nos projections, il va augmenter fortement jusqu'à 70%. Alors, ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait ces différentes étapes, c'est de voir, on a pris des hypothèses. D'où viennent ces chiffres et est-ce qu'on peut jouer sur ces différentes hypothèses? Par exemple, à la question 3, on s'est dit que les passagers kilomètres allaient augmenter de 7% par an. Vous pourriez me dire pourquoi diable avons-nous pris cette hypothèse? Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment les passagers kilomètres ont évolué au cours des dernières années en regardant le taux d'évolution d'une année sur l'autre. Donc là, je calculé cette formule et on voit que sur les 10 dernières années, en moyenne, l'indicateur passager kilomètre augmente de 7%. Donc en fait, on s'est dit, on va prendre ce taux sur les 10 dernières années et le reporter sur les prochaines années. C'est ainsi qu'on a construit notre modèle. Par contre, il y a d'autres paramètres qu'on a pris qu'on pourrait faire évoluer. Et là, ce qui serait très intéressant, c'est de voir quel serait le résultat sur nos projections si on fait évoluer ces paramètres. Alors, par exemple, on voit ici quelques courbes de nos projections. Alors, la première, c'est à partir d'un index 100 en 2000, comment évoluent les quelques indicateurs qu'on a calculés. Donc, on voit que les passagers kilomètres augmentent très fortement. La demande en pétrole, elle suit, évidemment, elle augmente beaucoup.
Par contre, la consommation moyenne de carburant, sur ce graphe, on voit qu'elle reste assez stable. Sur le deuxième graphique, on voit toujours la demande totale en pétrole qui croît fortement. Et là, en zoomant un petit peu, et si on regarde la courbe de l'axe de droite, pardon, on a la consommation moyenne de carburant par véhicule. On voit que d'après nos hypothèses, elle diminue progressivement. Effectivement, on a pris l'hypothèse qu'elle diminue de 1% d'année en année, qui a une amélioration de l'efficacité énergétique de 1%. Et dernier graphe, là, on voit quelles sont les importations, qu'elles augmentent énormément, et le taux de dépendance aux importations. Donc, c'est sur le graphique de droite. Donc, comme on disait, le taux était plutôt stable autour de 50% et il a augmenté à 70%. Alors, maintenant, si on veut jouer sur les paramètres, on peut très facilement le faire avec notre petit modèle. Imaginons par exemple que les améliorations de l'efficacité énergétique des véhicules, que les moteurs ont une amélioration non pas de 1% par an, mais de 3% par an. Et ça peut être le résultat d'une politique publique qui dit par exemple qu'il est interdit d'importer des véhicules qui ont plus de tel âge ou qui interdit à certains véhicules de rouler s'ils sont trop peu efficaces. Donc si on passe ce niveau de 1% à 3%, on voit que ici on a un découplage de l'indicateur de quelle est la réalité du transport dans le pays, donc l'indicateur passager-kilomètre qui, lui, continue à croître fortement. Par contre, la demande en pétrole, eh bien, elle augmente moins rapidement parce qu'on a ces gains en efficacité. Effectivement, dans le premier cas, elle a augmenté de 100%. Et là, quand on améliore l'efficacité énergétique, quand on est à 3% d'amélioration annuelle, la demande en pétrole ne croît que de 56% d'ici à 2030. Un autre indicateur qu'on peut regarder, c'est la capacité de raffinage. Imaginons que l'activité de raffinage dans le pays croît plus vite qu'à 2%, mais à 4%. Eh bien là, on voit que notre taux de dépendance aux importations, qui précédemment montait jusqu'à 70%, reste stable. Donc voilà, je m'arrête là sur ces exemples. L'idée était de vous montrer un petit peu comment, avec ces paramètres, on peut à la fois projeter et ensuite faire des analyses de sensibilité pour voir un petit peu quels seraient les résultats si on si on ajuste les différents paramètres. Il y a une petite question, Arnaud, sur l'exercice. Je vais expliquer parce que je l'ai déjà lu. La question, c'est sur la partie où on va calculer les besoins en importation. La personne nous demande, est-ce qu'on devrait prendre en compte aussi des pertes éventuelles, etc., etc. Moi, je pense que ça vient juste de la simplification de cet exercice. Moi, je laisse Arnaud vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai, c'est une bonne question, mais ça, c'est un exercice à faire en 10 minutes. Tout à fait, excellente question, merci beaucoup. Évidemment, on a fait beaucoup de simplifications pour cet exercice, plutôt pour vous montrer l'esprit. On pourrait tout à fait l'affiner et ça pourrait être d'ailleurs l'objet d'un exercice qu'on fera quand on sera tous ensemble pour la formation à Dakar et qu'on aura plus le temps de voir comment préciser et coller un petit peu plus à la réalité, à la fois sur l'activité. Donc, on sait qu'il n'y a pas uniquement des véhicules, des voitures qui roulent, mais il y a aussi des camions qui n'ont pas le même taux d'occupation, qui n'ont pas la même consommation de carburant pour 100 km. Donc, on pourrait affiner au niveau de la demande. On pourrait également affiner au niveau de la transformation. En effet, les raffineries produisent plusieurs produits pétroliers, essence, diesel, des différentes options. Et on pourrait évidemment tenir compte des pertes qu'il y a au niveau du raffinage, des différents types d'importations. Là, à nouveau, c'est quelque chose de très simplifié, mais ce serait intéressant d'élaborer davantage cet exercice pour le faire davantage coller à la réalité. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Il y avait un petit juste commentaire sur la conversion de tonnes équivalent pétrole, mais ce n'était pas une question directe.
Je ne sais pas si on veut, peut-être, Arnaud, Marc, vous voulez dire quelque chose pour clôturer sur la partie modélisation, ou si on va laisser les participants nous contacter aussi à des questions par email, notons. Si vous n'avez pas maintenant des questions directement, n'hésitez pas, même dans les groupes WhatsApp que Arnaud a créé. C'est très intéressant si vous avez une question qui vous vient à la tête, la mettre dedans et après on va voir si c'est possible de vous envoyer du matériel en réponse par email aussi si par WhatsApp c'est pas possible mettre toute l'information. Oui, tout à fait. Les exercices corrigés vont vous être envoyés avec donc le détail des formules et des explications. N'hésitez pas à poser la moindre question dans le groupe WhatsApp ou par email. Je vois que Diabel Diop a levé la main. Diabel, est-ce que c'est possible de poser la question? Ah voilà, la question arrive. Alors, question d'ordre technique sur l'organisation. Est-il possible d'avoir les enregistrements vidéo? On est en train d'y travailler. On les a évidemment enregistrés. Ce sont des fichiers très lourds, donc il faudrait qu'on les convertisse ou qu'on les mette sur des liens YouTube. Mais dès que ce sera disponible, évidemment, on vous les mettra à disposition. Alors, pour le groupe WhatsApp, peut-être qu'il manque encore quelques participants. Donc, on vous invite tous à envoyer votre numéro à Fatou Thiam pour qu'elle puisse bien vous ajouter au groupe WhatsApp. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je pense qu'on va finir pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, Arnaud? À moins que toi ou Marc, vous voulez ajouter quelque chose pour finir la journée. Marco, tu veux rajouter un mot sur la modélisation en général ou sur l'exercice Je ne crois pas. Je pense que les exercices étaient très bien corrigés, mais ça pourrait donner des questions pour tous les participants, peut-être en les revoyant. Donc, comme ça a été déjà dit, n'hésitez pas de revenir avec davantage de questions. Le but des exercices étant de vraiment simplifier et donc faire quelque chose de très simplifié, mais pour donner l'idée de ce que peut et doivent être fait et dans les statistiques et dans les modèles, et de voir le lien et la nécessité des liens entre les deux. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là s'il n'y a pas de questions, mais toujours à vous la décision. Merci. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va vous envoyer les corrections des exercices. N'hésitez pas à les regarder en détail, à nous poser toutes questions. Et on se revoit donc mardi prochain à la même heure, cette fois pour un webinaire qui va faire un éclairage thématique sur le sujet de la biomasse. Merci à tous. Merci Marco, merci La Gianluca. semaine prochaine. Très bonne journée à tous et au revoir.